Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire une revue du cours INF 3500 au complet. Alors, on a eu 11 semaines de cours, les semaines 1 à 11, en plus de la semaine 0 qui était des rappels. La matière de la semaine 0 n'est pas à l'examen. Les 3 premières semaines de cours, encadrées en vert, ont mené au contrôle à l'examen intra numéro 1. Les 4 semaines encadrées en jaune ont mené à l'examen intra numéro 2 et les 4 semaines encadrées en rouge ont mené à l'intra numéro 3. Je dois rappeler les niveaux de connaissances qui sont attendus dans le cours. Donc, la taxonomie de Bloom que j'ai utilisée, c'est un modèle pédagogique pour classifier 6 niveaux d'acquisition des connaissances. Dans le cours, on a seulement couvert les 5 premiers niveaux. Le niveau B6, c'est l'évaluation. Les 5 premiers niveaux sont B1, la connaissance, B2, la compréhension, B3, l'application. Les niveaux B1, B2, B3, les questions des exercices dans les diapos et les exemples et les questions des devoirs étaient à ces 3 niveaux-là. Les niveaux B4, l'analyse, et niveau B5, la synthèse, sont les 2 niveaux les plus élevés utilisés dans le cours. Les exercices qu'on a fait en classe étaient principalement au niveau B4 et B5. Je considère que quelqu'un qui a atteint les niveaux B4 et B5 maîtrise vraiment la matière du cours. Les questions des contrôles et l'examen final sont principalement au niveau B4 et B5. Donc, maintenant, une mise en garde concernant cette revue du cours. Je vais énumérer les objectifs d'apprentissage spécifiques globaux de chaque semaine de cours. Chaque vidéo comportait aussi des objectifs spécifiques sur lesquels je ne vais pas revenir dans cette vidéo. La vidéo présente un exemple de questions pour chacune des semaines. Les laboratoires, attention, ils font partie intégrante de la matière du cours. Et dans votre étude, il est essentiel de revoir les devoirs, les exercices et les laboratoires de chaque semaine. Puis, si vous avez des lacunes, des choses que vous comprenez moins bien, je vous encourage à revoir les diapositives ou bien les vidéos qui correspondent au sujet que vous comprenez moins bien. Donc, cette vidéo peut vous servir de guide général pour votre étude. Mais attention, ce n'est sûrement pas suffisant pour se préparer à l'examen final. Je vais seulement donner un exemple d'une dizaine de questions seulement, alors on en a vu au moins une centaine pendant la session. Tout d'abord, dans la semaine numéro 1, l'introduction, on a commencé par une vue d'ensemble des systèmes numériques. Ensuite, on a vu comment comparer différentes options d'implémentation, surtout en termes de coûts, et la question qui est ici en est un exemple. On a parlé de requis de performance, de spécification de débit et de parallélisme. On a appliqué le flot de conception des circuits numériques, de la description en VHDL jusqu'à la programmation de la puce. Et on a écrit nos premières lignes de code en VHDL pour des modules combinatoires. Dans la semaine numéro 2, on a parlé des technologies de logique programmable. On a parlé de l'historique du développement de la logique programmable à partir des portes logiques jusqu'au FPGA. On a parlé de la structure des types de dispositifs de logique programmable. On a décrit les technologies de programmation et on a montré comment programmer des ROM, des PLA et des PAL pour implémenter un circuit combinatoire. Sur la diapo, on a un exemple de circuit CMOS, un exemple d'un circuit PLA et un exemple de circuit pour montrant comment effectuer la programmation ici entre les lignes horizontales et verticales. Dans la semaine numéro 3, on a commencé à faire la modélisation et la vérification de circuits combinatoires. Les exemples de questions qui sont donnés sur la diapositive, tout d'abord, on a à partir d'une spécification ici, comment donner le code de VHDL correspondant. Et ici, pour la deuxième question qui est montrée en exemple, on a un code VHDL et on doit donner le résultat possible de la synthèse et de l'implémentation de ce code-là. Donc, on devait pouvoir donner le modèle VHDL d'un circuit combinatoire. On devait pouvoir donner le code VHDL d'un banc d'essai. Attention, ça c'est quelque chose qu'on a vu principalement au laboratoire. Ensuite, on a vu comment analyser le modèle VHDL d'un circuit combinatoire et ensuite en arriver à une description dans un FPGA. Dans la semaine numéro 4, on a parlé de la modélisation et la vérification de circuits séquentiels. On a vu comment analyser le schéma, le diagramme d'état ou le code VHDL d'un circuit séquentiel et donner les 2 autres représentations. On a vu comment faire la conception d'un circuit séquentiel à partir d'une spécification, donner un diagramme d'état, son code VHDL, éventuellement son implémentation sur FPGA. Et on a vu comment composer un banc d'essai pour stimuler un modèle VHDL d'un circuit séquentiel.
Ça, ici, c'est quelque chose qu'on a fait principalement au laboratoire. La question qui est montrée ici, eh bien, on aurait un code VHDL et des stimuli pour ces entrées et on demanderait de donner les sorties et les signaux internes. La semaine numéro 5, c'est la conception de chemin de données. Donc, on devait pouvoir concevoir et modéliser en VHDL un chemin des données qui réalise des fonctions arithmétiques et logiques complexes au niveau de transfert entre registres. La question qui est montrée ici en exemple, c'est celle de la division par la méthode de Goldschmidt, où on donne des fonctions au niveau RTL et en pseudocode et on doit les réaliser avec un circuit. On pourrait aussi demander le code VHDL correspondant de ce circuit-là. La semaine numéro 6, on a parlé de la conception et l'implémentation de fonctions arithmétiques sur FPGA. Donc, vous devez être capable d'analyser un modèle VHDL qui contient des fonctions arithmétiques afin d'estimer la quantité de ressources qui sont nécessaires pour l'implémenter. Vous devez aussi être capable de concevoir et de modéliser en VHDL, en vue de son implémentation éventuelle, un circuit qui effectue des calculs arithmétiques avec des nombres binaires, des nombres décimaux, et tout ça à virgule fixe. L'exemple qui est montré ici, on donne un code VHDL, ici la description d'entité et ensuite l'architecture, et on demande combien de ressources sont nécessaires pour implémenter ce code-là sur un FPGA. À la semaine 7, on a fait la vérification des systèmes numériques. Donc, on a parlé tout d'abord des principes généraux de la vérification d'un système numérique ainsi que les qualités d'un ensemble de vecteurs de test. On a vu les techniques de test de boîte noire et de boîte blanche, mais comment les appliquer à des circuits combinatoires et séquentiels. Et puis, on a, à partir de la spécification d'un système numérique, on a vu comment faire pour concevoir un ensemble de vecteurs de test pour en vérifier le fonctionnement et coder le banc d'essai correspondant à VHDL. Ça, c'est encore une fois quelque chose qui s'est fait principalement au laboratoire. Un exemple de question, c'est, étant donné un certain code VHDL, donner un ensemble de vecteurs de test de façon à maximiser le nombre d'énoncés, et puis aussi, on demande combien de vecteurs de test seraient nécessaires pour effectuer un test exhaustif. À la semaine numéro 8, là, on a parlé de simulation, synthèse et implémentation. À noter qu'on avait parlé de ces concepts-là toute la session. Mais quand on est arrivé à la semaine numéro 8, on a formalisé les concepts, on a vu les choses plus en détail et plus complètement. Donc, on a parlé de comment faire pour appliquer les principes de la simulation d'événements concurrents à un modèle en VHDL. On a parlé du processus de synthèse d'un modèle VHDL et on a vu de façon plus formelle pourquoi certains codes ne sont pas synthétisables et pourquoi d'autres le sont, et donc comment faire pour écrire du code synthétisable. On a vu le problème du placement et routage avec des exercices pour nous pratiquer à bien placer un circuit de façon à minimiser les délais de routage et rencontrer certaines métriques de performance. La question qui est montrée sur la diapositive, c'est étant donné un code VHDL, on demande de donner l'évolution de ces signaux internes et de ces sorties dans le temps. Attention, c'est ce qu'on avait fait avant aussi. Cependant, à cette semaine 8-là, on a vu plus en détail comment les variables et les signaux sont traités différemment en VHDL. Dans la semaine numéro 9, on a vu une application réelle, c'est-à-dire celle d'un processeur à usage général. Donc, ce que vous devez être capable de faire, c'est d'analyser le chemin des données d'un processeur à usage général afin d'estimer les ressources requises, afin de déterminer les limites opérationnelles du processeur, de proposer des changements architecturaux pour implémenter de nouvelles opérations et être capable de donner le code VHDL modifié du processeur. On a vu aussi comment faire pour proposer des modifications à l'unité de contrôle, alors qu'ici on parlait du chemin des données, ici on parle plutôt de l'unité de contrôle, et l'encodage des instructions pour ajouter de nouvelles instructions à un processeur à usage général et donner, encore une fois, le code VHDL modifié. Donc, l'exemple de question qui est donné ici, c'est on donne un chemin des données d'un processeur à usage général et on demande d'estimer combien de ressources sont nécessaires. On peut voir, c'est un exemple de question où on combine les concepts de plusieurs semaines en une seule question. Donc ici, on a le processeur, on doit comprendre comment son chemin de données fonctionne et aussi, on doit être capable de dire combien de ressources seraient nécessaires, comment ça s'implémenterait sur un FPGA. On pourrait demander de le modifier et de dire quel serait l'impact aussi pour l'implémentation sur un FPGA. Les semaines 10 et 11, 2 semaines très importantes où on a parlé de la performance. Donc, dans ces semaines,
on a parlé de l'analyse d'un système numérique pour identifier le chemin critique et la fréquence maximale d'horloge. Probablement les deux concepts les plus importants de ces 2 semaines-là. Ensuite, comment faire pour adopter de bonnes pratiques pour atteindre des spécifications temporelles, c'est-à-dire atteindre une certaine fréquence d'horloge et surtout un débit d'information. Et éviter les problèmes de synchronisation, on a parlé du déphasage d'horloge surtout. On a vu comment faire pour analyser un circuit numérique pour en mesurer ou estimer la latence, le débit et la surface, et comment on pouvait faire pour échanger la performance dans un de ces 3 aspects par rapport aux 2 autres. Et on a vu comment faire pour modifier un circuit existant ou en concevoir un nouveau en optimisant la latence, le débit et la surface. Je réalise ici que le mot pipeline n'est pas dans aucun de ces 4 objectifs-là, alors que c'était définitivement un point central de la performance des circuits numériques qu'on a vus dans les semaines 10 et 11. Donc, en guise d'exemple, ici, on a un circuit et on demande d'identifier le chemin critique, donner la fréquence maximale d'horloge. On demande de le pipeliner, on a vu comment faire, pour atteindre une certaine spécification. On a vu comment faire pour minimiser la latence. On demande aussi comment montrer sur le diagramme où insérer les registres, indiquer le nouveau chemin critique et donner la nouvelle latence, etc. Donc ça complète la matière du cours. Voici 10 principes que je vous recommande de suivre pour maximiser, optimiser, si vous voulez, votre performance aux examens. Donc tout d'abord, votre but à un examen, c'est d'amasser le plus de points possible. Ça, c'est le plus important. Ensuite, dans l'infanterie, on dit le temps passé en reconnaissance est rarement perdu. Ça veut dire que avant de commencer à s'attaquer à une tâche, ça vaut la peine d'en faire l'inventaire, de comprendre exactement ce qu'on a besoin de faire. À l'examen, concrètement, avant de commencer à écrire quelque chose à une question, lisez l'examen une première fois, lisez l'examen une deuxième fois, et peut-être une troisième et dernière fois. Puis ensuite, choisissez une question et commencez à y répondre. Ça nous amène au point numéro 3. Vous devriez répondre aux questions dans un croissant de difficulté. Si vous avez bien fait votre reconnaissance à l'étape numéro 2, vous savez quelle question vous trouvez la plus facile. Commencez à répondre à cette question-là, ça va vous donner confiance pour répondre aux autres questions ensuite. Le point numéro 4, c'est mieux de donner une réponse imparfaite à toutes les questions qu'une réponse parfaite à une seule question. Si l'examen compte 5 questions de 20 points chacune, puis vous avez la question numéro 1 parfaitement à 20 points, ça vous fait juste 20 %. Alors, c'est beaucoup mieux de donner une réponse imparfaite, d'aller chercher 50-60 % à chacune des 5 questions et de réussir l'examen. Évidemment, c'est mieux de ne pas s'en tenir à seulement 60 % ou à 50 %. C'est mieux de faire une itération, possiblement de revenir aux questions et d'ajouter des éléments de réponse à chacune. Le point numéro 5, divisez le temps alloué selon les points accordés à chaque question. Si vous avez une question de 5 points, une question de 20 points, la question de 20 points, vous devriez passer 4 fois plus de temps dessus dans l'examen. Donc, ça vous prend une montre, s'il n'y a pas d'horloge sur le mur, et puis de bien avoir fait votre reconnaissance d'examen, de savoir où est-ce que vous devez mettre l'emphase. Donc, quelques techniques maintenant au point numéro 6 pour amasser des points. Mais premièrement, le correcteur ne va donner aucun point pour ce que vous avez l'intention de dire. Il va seulement donner des points pour ce que vous avez écrit. Il ne va pas essayer de deviner quelle est votre intention. Donc, assurez-vous que votre intention est bien articulée dans votre réponse. Ensuite, il n'y a aucun point qui va être accordé pour une réponse à une question qui n'a pas été posée. Ça ne donne rien de répondre à une mauvaise question. Alors, avant de répondre à la question, assurez-vous de bien la comprendre et de savoir exactement ce qu'on vous demande. Assurez-vous d'avoir répondu à tous les points qui sont demandés dans la question aussi. Ensuite, il n'y aura pas de point qui va vous être accordé si vous ne donnez pas de réponse à une question. Alors, assurez-vous de répondre quelque chose à toutes les questions. Ça va maximiser votre chance de ramasser des points. Le point numéro 7, c'est un corollaire du point numéro 1, c'est-à-dire passez pas de temps à effacer des choses dans un examen. Si vous voulez vraiment, il y a une partie de réponse que vous ne voulez pas que le correcteur considère, raturez-la proprement et écrivez à côté « ne pas corriger » s'il vous plaît. Une technique d'étude, numéro 8, ça vaut la peine d'étudier souvent une matière plutôt qu'en un seul bloc. Le cerveau va travailler sur le problème pendant les intervalles où vous allez avoir travaillé sur la matière. Le cerveau travaille beaucoup mieux quand il est reposé. Alors, ça vaut la peine, la veille de l'examen, de ne se coucher pas trop tard, d'être bien reposé et d'arriver en forme à l'examen.
Et puis finalement, ben, moi, je vous recommande de faire l'exercice physique pendant la période des examens. Ça détend le corps, ça détend le cerveau, ça met en forme, ça donne l'oxygène, ça met de bonne humeur. Donc, en conclusion, j'espère que pendant ce cours-ci, j'aurai réussi à vous communiquer mon enthousiasme pour les systèmes numériques. Je les trouve fascinants. Ils sont à la base de tous les équipements informatiques qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Je pense que la matière de ce cours-là va vous être utile dans tous les autres cours qui suivront ensuite dans votre programme de génie informatique ou d'un autre programme que vous pourrez suivre. J'espère que vous êtes satisfait des apprentissages que vous avez réalisés dans le cours. C'était mon but en tout cas. Je vous souhaite une bonne chance dans la suite de votre programme d'études et du bon succès dans ce cours-ci, bien sûr, mais dans tous vos cours. Et je vous souhaite bonne chance dans votre future carrière comme ingénieur ou ingénieur E.